Le cœur de Benjamin s'arrêta net quand il entendit la voix de Léon, rauque et chargée de dégoût. « C'est toi? Avec un mec? T'es pas mon frère, t'es un monstre. » Les mots traversèrent l'air comme une lame, fendant l'air épais de la chambre d'hôtel parisienne, où les rideaux de velours rouge étouffaient les bruits de la rue en bas. Et dans ce silence qui suivit, Benjamin sentit son monde s'effondrer, pierre par pierre, jusqu'à ce que ne reste que le vide hurlant d'un amour fraternel trahi. Paris, cette ville des amours impossibles, s'étendait sous un ciel d'octobre plombé, où les feuilles jaunies des platanes dansaient une valse funèbre sur les boulevards. Benjamin marchait d'un pas hésitant le long de la Seine, ses bottes claquant sur le pavé irrégulier, comme si chaque pas était un aveu qu'il n'osait pas formuler. À 28 ans, il portait encore le poids de son enfance comme un manteau trop lourd, 3 frères identiques, nés d'une même mère dans une petite clinique de la banlieue lyonnaise, unis par des visages si semblables qu'ils en étaient interchangeables. Benjamin, Léon et Alexandre. Les triplés Duval, comme on les appelait au lycée, ces garçons aux yeux verts perçants, aux cheveux châtains bouclés qui cascadaient jusqu'aux épaules, et à ce sourire en coin qui faisait fondre les cœurs des filles ou, pour Benjamin, des garçons qu'il n'avouait jamais aimer. Mais ce jour-là, Benjamin n'était pas en train de fuir les souvenirs d'enfance. Non, il fuyait un rendez-vous qui avait mal tourné, un café discret dans le Marais où il avait osé, pour la première fois, inviter un homme à partager plus qu'un expresso. Julien, avec ses lunettes rondes et son accent bordelais chantant, avait été une étincelle dans la grisaille de sa vie. Ils s'étaient rencontrés par hasard, à une expo photo sur les amours perdus de la belle époque, et Julien avait ri à une blague de Benjamin sur les fantômes de Verlaine. « T'as les yeux d'un poète maudit », avait-il dit, et Benjamin avait rougi, sentant pour la première fois que son secret, ce fardeau qu'il trimballait depuis l'adolescence, pourrait un jour être une force plutôt qu'une honte. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. En quittant le café, Benjamin avait aperçu Léon, son frère aîné de quelques minutes. Où était ce Alexandre? Ils étaient si pareils que même leur mère, Élise, peinait parfois à les distinguer sans leur tatouage discret, une encre pour Léon, le marin intrépide, une flèche pour Alexandre, l'architecte ambitieux, et pour Benjamin, une rose épineuse, gravée en secret sur son poignet, symbole d'un amour qu'il n'osait nommer. Léon était là, figé devant la vitrine d'une librairie, un sac de croissants à la main, destiné à une pause imprévue avec un client. Leurs regards s'étaient croisés, et Benjamin avait vu l'éclair de confusion, puis de compréhension, dans les yeux de son frère. Julien avait passé un bras autour de sa taille, un geste innocent, mais suffisant pour que le monde de Benjamin bascule. « Ben? C'est toi » avait murmuré Léon, la voix tremblante. Benjamin avait hoché la tête, le cœur battant la chamade, espérant un miracle, une accolade fraternelle qui effacerait tout. Mais Léon s'était reculé, comme si son frère était soudain un étranger porteur d'une maladie contagieuse. « Putain, qu'est-ce que tu fous ?» Les mots avaient claqué, et Julien avait serré la main de Benjamin plus fort, un bouclier dérisoire contre la tempête qui s'annonçait. De retour dans son petit appartement du quartier latin, Benjamin s'effondra sur le lit défait, les murs tapissés de livres jaunis Proust, Gide, et ses romans américains qu'il dévorait en cachette, des histoires de cow-boys solitaires et d'amours interdites sous les néons de New York. Il alluma une cigarette, la première depuis des mois, et laissa la fumée emplir la pièce comme un voile de deuil. Léon n'avait pas appelé. Alexandre non plus. Leur silence était plus éloquent que n'importe quel cri. Les triplés, inséparables depuis la naissance, venaient de se fracturer pour la première fois. Et Benjamin, le « différent », sentait déjà les fissures s'élargir en gouffre. Les jours suivants furent un tourbillon de routine forcée. Benjamin enseignait l'histoire de l'art à l'université Sorbonne, ses conférences sur les nus masculins de Michel-Ange prenant soudain une teinte personnelle, presque confessionnelle. Ses étudiants, ces jeunes affamés de sens, ne se doutaient pas que derrière le professeur charismatique se cachait un homme brisé, qui rentrait chez lui pour noyer son chagrin dans du vin rouge et des playlists de jazz mélancolique. Julien l'appelait, sa voix chaude comme un câlin à distance, « Viens à Bordeaux, on s'en fout d'eux. T'es pas obligé de porter leur monde sur tes épaules. » Mais Benjamin raccrochait, terrifié à l'idée de trahir non seulement sa famille, mais aussi l'image qu'il avait construite, celle du frère fiable, du triplé parfait. Ce fut lors d'un dîner familial, organisé par leur mère Élise pour fêter l'anniversaire des garçons à 28 ans, déjà, que la tempête éclata pour de bon. La maison de famille à Versailles, avec ses jardins impeccables et ses salons chargés de portraits ancestraux, respirait l'opulence discrète d'une bourgeoisie lyonnaise transplantée. Élise, veuve depuis 10 ans, avait mis les petits plats dans les grands, foie gras, coq au vin, et ses tartes aux pommes qui fondaient en bouche comme un souvenir d'enfance.
Les frères arrivèrent ensemble, comme toujours, mais l'air était chargé d'électricité. Léon, le plus extraverti, embrassa sa mère avec effusion, raconta ses dernières aventures en mer sur son voilier, une goélette qu'il avait achetée avec ses gains de trader. Alexandre, plus réservé, parla de son projet d'extension pour le Louvre, ses yeux brillant d'une passion presque fiévreuse. Benjamin, lui, se contenta de sourire forcé, évitant les regards de ses frères. Alors, Ben, quoi de neuf, lança Élise, versant du champagne dans les flûtes de cristal. Sa voix était légère, mais ses yeux verts hérités de son père, scrutaient son fils avec une intuition maternelle. Benjamin avala une gorgée, sentant le bulle pétiller comme des mensonges sur sa langue. Rien de spécial, maman. Juste les cours, les expos. Léon ricana dans son coin, un son bas et moqueur qui fit tressaillir Benjamin. Alexandre fronça les sourcils, jetant un regard interrogateur à son jumeau ou plutôt, à son sosie. Le dîner s'étira en conversations anodines, mais sous la table, les pieds de Benjamin tremblaient. Puis, comme une grenade dégoupillée, Léon lâcha « J'ai vu Ben l'autre jour, dans le marais. Avec un type. Collés serrés, comme des amoureux. » Le silence tomba, lourd comme un linceul. Élise posa sa fourchette, ses lèvres pâlies. Alexandre se figea, son verre à mi-chemin de sa bouche. Benjamin sentit le rouge lui monter aux joues, un incendie intérieur qui le consumait. « C'est pas vrai, hein Ben, murmura Alexandre, la voix brisée par l'incrédulité. Léon croisa les bras, son regard dur comme l'acier. « Demande-lui. Demande à notre petit frère ce qu'il trafique dans l'ombre. » Benjamin se leva d'un bond, la chaise raclant le parquet ciré. « C'est ma vie. » hurla-t-il, les larmes aux yeux. « Ma vie, bordel. Vous êtes pas mes juges. » Mais les mots de Léon fusèrent comme des balles. « Tégué ? Putain, Tégué et tu nous l'as caché ? On est une famille, Ben. On partage tout. » L'ironie le frappa comme un coup de poing, partager tout, sauf cela, ce secret qu'il avait rongé depuis ses 16 ans, quand il avait embrassé en cachette un camarade de classe sous les arcades du lycée. Élise tenta de calmer le jeu, sa voix chevrotante, « Mais garçon, arrêtez. On en parle calmement. » Mais le mal était fait. Alexandre, pâle comme un spectre, se tourna vers Benjamin, « T'aurais dû nous dire. On était frères. » Pourtant, dans ses yeux, Benjamin vit non pas de l'amour, mais de la pitié au pire, du dégoût refoulé. La soirée se termina en chaos, cris, portes claquant, et Benjamin fuyant dans la nuit versaillaise, le goût amer du champagne sur les lèvres. Seul dans sa voiture, roulant à tombeau ouvert vers Paris, Benjamin pleura. Pas des larmes discrètes, non, des sanglots qui secouaient son corps tout entier, comme si son cœur, ce muscle traître, se déchirait enfin. Il gara la voiture près du pont des Arts, descendit et s'appuya à la rambarde, regardant l'eau noire en contrebas. Les cadenas d'amour accrochés aux grilles tintaient doucement dans le vent, un cœur moqueur de promesses brisées. C'est là que son téléphone vibra, un message de Julien. « Je t'attends. Viens. » Pour la première fois, Benjamin répondit « Oui. » Les jours qui suivirent le dîner maudit furent une descente aux enfers feutrés, où Paris, cette amante capricieuse, se parait de ses plus beaux mensonges. Benjamin s'enfuit à Bordeaux, chez Julien, dans un appartement niché au cœur du quartier Saint-Pierre, où les ruelles pavées exhalaient encore l'odeur du vin et des amandes grillées. Julien l'accueillit sans question, ses bras forts comme un refuge contre la tempête. « Reste autant que tu veux, » murmura-t-il en l'embrassant, ses lèvres chaudes effaçant un instant les cicatrices invisibles que les mots de Léon avaient gravées. Ils passèrent des nuits à faire l'amour sur un lit au drap froissé, des jours à flâner le long de la Garonne, main dans la main, sous un soleil qui peignait leur peau de reflets dorés. Pour la première fois, Benjamin se sentit entier, aimé non malgré sa différence, mais avec elle. Pourtant, le fantôme des triplés le hantait. Léon, avec son rire tonitruant et ses blagues salaces sur les conquêtes féminines, Alexandre, le penseur silencieux qui lisait Nietzsche à voix haute lors de leur veillée d'adolescents. Ils avaient grandi ensemble dans cette maison de Lyon, partageant non seulement un visage, mais des rêves, devenir pilotes, explorateurs, amants invincibles. Benjamin avait toujours su qu'il déviait du script. À 14 ans, quand Léon et Alexandre collectionnaient les posters de Scarlett Johansson, lui cachait sous son matelas des revues volées sur des torses huilés. Il avait appris à performer l'hétérosexualité, des flirts maladroits avec des filles du quartier, des rires forcés au vestiaire du foot. Mais le masque craquelait, et maintenant, il gisait en miettes. Un appel d'Élise brisa l'idylle.
Reviens, mon chéri. Tes frères. Ils regrettent. On doit parler. Sa voix, chevrotante d'inquiétude, portait l'écho d'une mère qui avait toujours su, peut-être, sans oser demander. Benjamin hésita, le combiné collé à l'oreille, tandis que Julien dormait nu à ses côtés, un bras possessif sur son ventre. Maman, je peux pas. Pas encore. Mais Élise insista, c'est Noël bientôt. La famille, Ben. C'est tout ce qu'on a, Noël. Cette fête qu'il passait toujours à Versailles, avec ses guirlandes scintillantes et ses chants provençaux autour du sapin. L'idée de s'y soustraire était une trahison supplémentaire, une coupure du cordon ombilical qui les liait tous les quatre. Il rentra à Paris fin novembre, le cœur serré comme un poing. Julien l'avait accompagné jusqu'à la gare Montparnasse, leur baiser d'adieu chargé d'une promesse fragile, appelle-moi tous les soirs. Et souviens-toi, t'es pas seul. La ligne TGV filait à travers les vignobles endormis, et Benjamin repensa à leur enfance. Les triplés, nés prématurés de 5 semaines, avaient passé leurs premiers mois en couveuse, main dans la main à travers les parois de verre. Vous êtes inséparables, disait le médecin. Inséparables, jusqu'à ce que l'amour de Benjamin, cet intrus, vienne tout fissurer. À Paris, l'appartement l'accueillit comme un mausolée, poussière sur les livres, l'ingenta, et un frigo vide qui résonnait de son écho. Il appela Léon le soir même, les mains tremblantes sur le clavier. Faut qu'on parle. Face à face. La réponse fut laconique, demain, au Café de la Paix. 18h, Benjamin arriva en avance, vêtu d'un pull gris qui le faisait ressembler à un fantôme de lui-même. Léon était déjà là, massif dans son costume de marin, une bière à la main. Ses yeux, miroir des siens, étaient rougis par l'insomnie ou la colère, peut-être les deux. T'as foutu le bordel, Ben, lâcha Léon sans préambule, sa voix basse pour ne pas attirer les oreilles curieuses des touristes. Benjamin s'assit, commandant un café noir. J'ai rien foutu du tout. J'ai juste aimé. Le mot plana entre eux comme une provocation. Léon ricana, un son amer. Aimer un mec? C'est pas de l'amour, c'est une phase. T'as été traumatisé ou quoi? Par papa qui nous a laissés? La mention de leur père, mort d'un infarctus quand ils avaient 18 ans, fit l'effet d'une gifle. Benjamin se redressa, c'est pas une phase, Léon. C'est moi. Depuis toujours. Et toi, t'as jamais pensé que je souffrais en silence, à vous regarder draguer pendant que je... Sa voix se brisa, et pour la première fois, Léon sembla vaciller. On est pareil, Ben. Des Duval. Hétéro, fort. T'es en train de nous salir. La conversation dérapa vite en accusation, Léon parla de l'image de la famille, de ce que les oncles et tantes penseraient, de comment Alexandre avait pleuré 2 nuits d'affilée. Benjamin riposta, les larmes coulant librement, et moi? Qui pense à moi? J'ai passé ma vie à vous imiter, à mentir pour vous plaire. Ils se séparèrent sur une poignée de main froide, Léon marmonnant un « réfléchis-y » qui sonnait comme un ultimatum. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, transformant les Champs-Élysées en un fleuve de néon flou. Alexandre l'appela le lendemain, sa voix plus douce, presque implorante. « Viens au chantier, Ben. J'ai besoin de ton avis sur les fresques. » C'était un piège tendu avec finesse, Benjamin le savait, mais il y alla. Le Louvre, ce colosse de pierre et de secrets, bruissait d'ouvriers et de poussière. Alexandre l'attendait près d'une arche en restauration, son casque de chantier de travers. « T'es mon frère, dit-il simplement, en l'étreignant. Pour un instant, Benjamin se crut sauvé. Ils parlèrent architecture, de ses amours païens sculptés dans la pierre, et Alexandre avoua, « J'ai toujours su que t'étais différent. » Mais gay? Ça change tout. Le « tout » résonna comme une sentence. Benjamin pressa, « Comment ça change? On s'aime toujours, non? » Alexandre détourna le regard, bien sûr. Mais Léon a raison. La famille, c'est fragile. Et si maman? Le soir de Noël arriva comme un coup près. La maison de Versailles scintillait de lumière, l'air embaumé de cannelle et de bûches de Noël. Élise avait décoré la table d'une nappe brodée, et les frères s'assirent, masque en place. Les toasts fusèrent, à la santé, à l'année nouvelle. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. C'est Léon qui craqua le premier, après le dessert,
quand Élise demanda innocemment des nouvelles de Julien, Benjamin lui en avait glissé un mot au téléphone. Julien? Ce mec que Ben se tape? Oublie, maman. C'est une erreur. Le mot « erreur » fit exploser Benjamin. Il se leva, renversant son verre de Bordeaux. Une erreur? Mon amour est une erreur? Et le vôtre, avec vos femmes interchangeables, c'est quoi? La vérité? Alexandre tenta de le retenir. Ben, calme-toi. Mais Léon bondit, tais-toi. T'es pas normal. T'es pas un de nous. Les cris attirèrent Élise, qui pleurait maintenant, les mains sur le visage. Arrêtez. Vous êtes mes fils. Tous les trois. Benjamin, le cœur en lambeaux, ramassa son manteau. Non, maman. Pour eux, je suis le monstre. Il sortit dans la nuit enneigée, les flocons collant à ses cils comme des larmes gelées. Derrière lui, la porte claqua, scellant une fracture qui semblait irrémédiable. Seul sous les étoiles indifférentes, Benjamin murmura « Joyeux Noël ». Et pour la première fois, il se demanda si l'amour fraternel n'était qu'un mythe, un cadenas rouillé sur le pont des regrets. L'hiver 2025 s'abattit sur la France comme un linceau de givre, et Benjamin, exilé dans son propre pays, trouva refuge dans les bras de Julien et les méandres de Bordeaux. Leur vie prit des allures de roman sentimental, ces histoires qu'ils lisaient autrefois en cachette, promenades au lever du soleil le long des quais, dîners aux chandelles dans des bistrots enfumés, et ces nuits où leurs corps s'entremêlaient comme des racines affamées de lumière. Julien, avec son job de graphiste freelance et son rire qui éclatait comme un feu d'artifice, devint le phare dans la brume. « T'es beau quand tu ris », lui disait-il, traçant du doigt les contours de son visage, ce visage si semblable à celui de ses frères, pourtant si distant maintenant. Mais les appels d'Élise persistaient, des murmures suppliants dans le silence de la nuit. Ils s'en veulent, Ben. Léon a bu comme un trou après Noël. Alexandre ne dort plus. Reviens, je t'en prie. Benjamin raccrochait, le cœur tiraillé entre la loyauté filiale et la liberté nouvelle. Il avait commencé à voir un thérapeute, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes épaisses, qui l'écoutait dans un cabinet aux murs couverts de lithographies de Matisse. La famille, c'est un miroir déformant, lui dit-il un jour. Il te rejette parce qu'il se voit en toi et ça les terrifie. Ces mots germèrent en Benjamin comme une graine rebelle. Était-ce vrai? Léon, avec ses conquêtes éphémères et son voilier solitaire, fuyait-il lui-même une vulnérabilité plus profonde? Alexandre, marié depuis 2 ans à une avocate ambitieuse, cachait-il sous son armure d'architecte un vide abyssal? Le printemps pointa son nez timide en mars, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Garonne, et Julien proposa « Allons à Paris pour Pâques. Affronte-les. Ou coupe les ponts pour de bon. » Benjamin accepta, sentant que le temps des demi-mesures était révolu. Ils prirent le train, main dans la main, et descendirent à la gare d'Austerlitz sous un ciel laiteux. Paris les accueillit avec sa frénésie habituelle, klaxons, odeur de pain frais, et ses regards furtifs sur le couple qu'ils formaient un mélange d'envie et de curiosité. Ils logèrent chez un ami de Julien, un loft dans le Belleville bohème, et Benjamin, pour la première fois, se promena sans peur, embrassant Julien sous les arches du métro. Le rendez-vous avec ses frères fut fixé au jardin des Tuileries, ce poumon vert au cœur de la ville, où les statues marmoréennes veillaient sur les amours éphémères des passants. Léon et Alexandre arrivèrent ensemble, vêtus de jeans identiques, un écho cruel à leur enfance. Léon avait maigri, des cernes soulignaient ses yeux, Alexandre portait une écharpe trop serrée, comme pour étouffer ses mots. « Salut, Ben », dit Léon d'une voix rauque, évitant le regard de Julien qui se tenait en retrait, un rempart silencieux. Benjamin s'assit sur un banc, les mains croisées, « Salut. C'est Julien. Mon partenaire. » Le mot « partenaire » flotta, lourd de défi. Alexandre s'éclaircit la gorge, On a réfléchi. C'était dur, pour nous. On t'aime, Ben. Mais c'est bizarre. Léon hocha la tête, ouais. T'imagines, nous trois, pareil, et toi? Différent? Ça fout la trouille. Benjamin sentit la colère monter, un feu lent, différent? C'est ça que vous voyez? Pas votre frère, mais un étranger? J'ai passé ma vie à vous protéger de ça, à mentir pour que vous dormiez tranquille. Et maintenant, vous me jetez comme un déchet? Julien posa une main sur son épaule, un geste apaisant, mais Léon explosa, protégé? T'as détruit la famille. Maman pleure tous les soirs. Et nous, on passe pour quoi? Des taris qui ont un frère pédé.
Ce mot les usé, claqua comme un fouet. Julien se raidit, prêt à intervenir, mais Benjamin le retint. PD? C'est tout ce que je suis pour toi, Léon? Pas l'homme qui t'a sauvé la vie à 10 ans, quand t'as failli te noyer dans la Saône? Pas celui qui a écouté tes crises de rage après la mort de papa. Les larmes coulaient maintenant, chaudes sur ses joues. Alexandre, le médiateur éternel, tenta, Léon, arrête. Ben, on veut juste comprendre. Viens dîner à la maison. Avec lui. Mais Léon se leva, furieux, comprendre? Y a rien à comprendre. C'est contre nature. Et il partit, fendant la foule des promeneurs comme un vaisseau en perdition. Alexandre resta, penaud. Il changera. Donne-lui du temps. Benjamin secoua la tête, le temps guérit pas tout, Alex. Il brise. Ils se séparèrent sur une étreinte maladroite, et Benjamin, Julien à ses côtés, marcha jusqu'au Louvre, où les fresques d'Alexandre semblaient se moquer de lui et ses amours mythiques, éternels dans la pierre. Ce soir-là, au loft, Julien le consola avec des baisers doux et des promesses, on est notre propre famille, maintenant. Mais au fond de lui, Benjamin savait que les liens du sang, aussi toxiques soient-ils, ne se rompaient pas si facilement. Les semaines suivantes furent un balai de tensions, messages d'Élise suppliant la réconciliation, silence radio de Léon, et des appels sporadiques d'Alexandre, chargés de regrets voilés. Benjamin plongea dans son travail, organisant une expo sur les artistes queers de la Renaissance française, des figures comme Léonard qui avait aimé en secret. Julien l'aida, ses croquis donnant vie aux ombres du passé. Leur amour s'approfondit, teinté d'une urgence nouvelle comme si chaque caresse était une armure contre le monde. Puis vint le coup de théâtre, une lettre d'avocat, glissée sous la porte du loft. Élise, affaiblie par un début de pneumonie, modifiait son testament. Non pour déshériter, mais pour forcer une confrontation, les garçons ne toucheront rien tant qu'ils n'auront pas réglé leur compte. Avec amour, maman. Benjamin la lut à voix haute, la voix tremblante. Julien haussa les épaules, c'est du chantage. Mais peut-être que c'est ce qu'il faut. Le cœur de Benjamin se serra, l'héritage, ce fardeau matériel, n'était rien comparé à l'héritage émotionnel aux triplés, unis par le destin, déchirés par la peur. Il appela Léon ce soir-là, le ton ferme, rendez-vous à Versailles. Demain. Ou maman saura que t'es un lâche. La ligne craqua sous le poids du silence, puis Léon répondit, ok. Mais prépare-toi. Benjamin raccrocha, le ventre noué. Était-ce le début de la guérison, ou la fin définitive? Sous les toits de Paris, la lune veillait, indifférente au cœur brisé des mortels. L'été 2025 enveloppa Versailles d'une chaleur moite, transformant les jardins de la maison familiale en un labyrinthe de roses fanées et de fontaines murmurantes. Benjamin arriva le premier, Julien à son bras comme un bouclier vivant, vêtu d'une chemise blanche qui soulignait sa silhouette athlétique. Élise les accueillit sur le seuil, amaigrie mais rayonnante, ses cheveux grisonnants noués en un chignon lâche. « Mes amours » murmura-t-elle en embrassant Julien comme un fils adoptif. À l'intérieur, l'air était chargé d'encens et de souvenirs, photos des triplés enfants sur les murs, rires figés dans le temps. Léon et Alexandre débarquèrent une heure plus tard, en retard comme à leur habitude. Léon, bronzé par ses navigations en Méditerranée, portait un polo tendu sur ses muscles, Alexandre, pâle d'avoir passé l'été sur des plans d'architecte, serrait un bouquet de lys comme une offrande païenne. Les présentations furent gauches, Julien, dit Benjamin, la voix ferme. Léon hocha la tête, un grognement en guise de salut, Alexandre serra la main avec une courtoisie forcée. Élise, maîtresse de cérémonie, les installa autour de la table de la terrasse, où un repas provençal attendait, salade niçoise, agneau rôti, et un rosé frais qui pétillait comme des excuses non dites. La conversation dansa sur des terrains minés, le boulot de Léon en mer, les scandales architecturaux d'Alexandre, les expos de Benjamin. Julien parla peu, mais ses interventions à un clin d'œil complice, une anecdote sur Bordeaux désamorcèrent les silences. Puis Élise posa son verre, j'ai demandé ce dîner pour une raison. Le testament. Ce n'était pas un chantage. C'était un cri. Pour vous, mes fils. Ses yeux balayèrent les trois visages identiques, si semblables dans leur douleur. Benjamin vous aime. Il vous a toujours aimé, même quand vous le blessiez. Et vous? Léon se tortilla, son verre cliquetant contre la table. Maman, c'est pas si simple. Ben. Il change tout. Nos amis,
la famille élargie. Ils jasent déjà. Alexandre renchérit, la voix basse, et nous? On est censé faire comme si de rien n'était? Embrasser ton mec devant tout le monde? Julien tressaillit, mais Benjamin explosa avant lui, mon mec? C'est ça que vous voyez? Pas l'homme qui me rend vivant, mais un obstacle? J'ai renoncé à tant pour vous plaire. À 16 ans, j'ai laissé passer un amour parce que vous m'avez traîné à cette fête où vous avez perdu votre virginité avec les jumelles Moreau. Les mots jaillirent, crus et libérateurs, arrachant des rires amers à Léon. T'en parles encore, ricana Léon, mais ses yeux brillaient de larmes refoulées. Élise intervint, parlez vrai, pour une fois. Léon, pourquoi ça te ronge autant? Le marin baissa la tête, ses doigts noueux serrant le pied du verre. Parce que si Ben est gay, alors moi aussi, peut-être. J'ai eu des rêves, des doutes. Avec des mecs sur le bateau. Et ça me terrifie. La confession tomba comme une pierre dans l'étang, ridant la surface lisse des apparences. Alexandre pâlit, quoi? Toi aussi? Léon hocha la tête, brisé, ouais. Mais génier. Pour papa, pour vous. Et maintenant, Ben assume, et moi. Je peux plus. Le silence s'étira, ponctué seulement par le chant des cigales. Julien, sentant la brèche, posa une main sur celle de Benjamin, l'amour, c'est pas une malédiction. C'est une force. J'ai perdu ma sœur à cause de son coming out rejeté. Ne répétez pas ça. Ces mots, simples et vrais, touchèrent Alexandre, qui murmura, j'ai toujours su que j'étais bi, un peu. Mais j'ai épousé Claire pour la normalité. Et maintenant, je la perds, parce que je pense trop à vous trois, à cette unité brisée. Élise pleura doucement, un sourire aux lèvres, mes garçons. Vous êtes plus forts ensemble. Acceptez-vous, et vous guérirez. Mais la paix fut de courte durée. Le lendemain, un appel de Léon, j'ai merdé. J'ai raconté à l'oncle Henri, pour Ben. Il veut plus nous voir. La trahison frappa Benjamin comme un ouragan. Henri, le frère de leur père, pilier de la famille conservatrice, avait toujours été un roc. Pourquoi, hurla Benjamin au téléphone. Léon, voix chevrotante, pour me protéger. Pour que ça retombe pas sur moi. Pardon. Mais le pardon n'effaçait pas le poison, rumeur dans la parenté, regard fuyant aux repas dominicaux. Alexandre tenta de recoller les pots cassés, organisant une soirée au Louvre pour fêter l'unité, mais Benjamin déclina, le cœur trop à vif. La trahison culmina en juillet, lors d'une régate à Deauville où Léon courait. Benjamin s'y rendit, poussé par Élise, avec Julien. La mer était d'un bleu impitoyable, le vent salé fouettant leur visage. Léon remporta la course, acclamé par la foule, mais quand il descendit du bateau, son regard croisa celui de Benjamin. Au lieu d'une accolade, il murmura, « T'es venu me narguer ?» Benjamin, las, répondit, « Non. Te voir. » Mais Léon, ivre de victoire et de vin, lâcha devant ses coéquipiers, « Ouais, mon frère le PD, venu mater les marins. » Les rires fusèrent, cruels, et Benjamin sentit le monde chavirer. Julien le traîna loin, dans une crique isolée, où il vomit sa rage dans le sable. « C'est fini, dit-il ce soir-là, à Élise, au téléphone. Je coupe les ponts. » Elle supplia, mais il raccrocha, brisé. Les semaines suivantes furent un exil volontaire, Benjamin et Julien fuirent à New York, cette ville des exils amoureux, louant un studio à Brooklyn sous les ponts du Williamsburg. Loin de la France, Benjamin respira enfin, expo sur l'Arcueil au MoMA, nuit dans des bars enfumés où les identités se mêlaient sans jugement. Julien proposa, restons. Ici, t'es libre. Mais au fond, Benjamin savait, la France, avec ses fantômes, l'appelait encore. Le climax arriva en août, par un appel paniqué d'Alexandre, Léon a fait une connerie. Il s'est saoulé, a coulé son bateau. Il est à l'hôpital, à Caen. Viens. Benjamin hésita, le jet pour Paris déjà booké par Julien. Il m'a trahi. Alexandre insista, il va mourir, Ben. Et il demande après toi. Le vol fut un calvaire, Benjamin priant en silence, se rappelant les mains enlacées en couveuse. À l'hôpital, Léon gisait pâle, tube et monitor bipant comme un requiem. Ben, murmura-t-il en le voyant. Benjamin s'approcha, les larmes coulant, t'es con, Léon. Tellement con.
Léon sourit faiblement, ouais. Pardonne-moi. J'avais peur. De moi. Ils pleurèrent ensemble, frères unis dans la douleur, Julien veillant en silence. L'automne revint, doux et mélancolique, drapant la Normandie d'un manteau de brumes orangées. Léon survécut à sa chute, une côte cassée, une hypothermie, et une gueule de bois morale qui le cloua au lit des semaines durant. L'hôpital de Caen devint un sanctuaire improbable, où les triplés se retrouvèrent non plus en ennemis, mais en survivants. Élise veillait, apportant des bouillons et des histoires d'enfance, Alexandre dessinait des plans d'un nouveau voilier, plus sûr, et Benjamin, assis au chevet, écoutait les confessions de Léon comme un prêtre laïque. J'ai toujours su, pour moi, avoua Léon un soir, la voix rauque. Mais admettre, c'était trahir papa, la famille. Toi, t'as été plus courageux. Julien, discret, devint le fil invisible qui tissait la guérison, il racontait des anecdotes bordelaises, faisait rire Léon avec des caricatures de marins homophobes. Petit à petit, les murs tombèrent. Alexandre admit ses propres doutes lors d'une promenade dans les dunes, Claire et moi, on se sépare. Pas à cause de toi, Ben. À cause de mon silence. Ils parlèrent des heures, sous un ciel étoilé, de ces amours fluides que la société française, si progressiste en façade, étouffait encore dans l'ombre. Benjamin, pour la première fois, se sentit vu au non comme le « gay » de la fratrie, mais comme Benjamin, tout simplement. La sortie de Léon marqua un tournant. Les frères organisèrent un barbecue à Versailles, Élise au fourneau, Julien aux grillades. Pas de grands discours, juste des rires forcés qui devinrent vrais, des bières partagées sous les guirlandes lumineuses. Léon leva son verre, à nous. Au Duval, avec toutes leurs conneries. Ses yeux croisèrent ceux de Benjamin, et pour la première fois, il y avait de la fierté, pas de pitié. Plus tard, seul avec son frère, Léon murmura « J'ai vu un psy. Pour de bon. Et y a un mec, sur le bateau. On parle. » Benjamin l'étreignit, riant à travers les larmes, « Bienvenue dans le club, frangin. » La vie reprit son cours, mais transformée. Benjamin rentra à Paris avec Julien, leur appartement du Latin quartier désormais un havre partagé. Il lança son expo au printemps suivant, Ombre et lumière, amour triplé, un hommage volé à sa famille. Les critiques saluèrent son audace, et au vernissage, Léon et Alexandre vinrent, bras dessus bras dessous avec leur partenaire naissant, un marin pour Léon, un artiste pour Alexandre. Élise, rayonnante, trinquait avec Julien comme un fils. « Vous êtes ma fierté, dit-elle, les yeux humides. » Pourtant, la cicatrice persista, un rappel humain que l'amour fraternel, comme tout amour, est un équilibre précaire. Des disputes éclatèrent encore, Léon rechuta dans la colère lors d'un Noël pluvieux, Alexandre douta lors d'un divorce houleux. Mais chaque fois, ils revinrent, plus forts, apprenant à naviguer les tempêtes ensemble. Benjamin, le cœur guéri mais marqué, écrivit un journal intime, des pages sur la trahison et le pardon, qu'il offrit à ses frères pour leur 30e anniversaire. « On n'est pas identiques, y notait-il. On est unique, et c'est ça qui nous lie. » Un soir d'été, sur les quais de la Seine, Benjamin et Julien s'arrêtèrent près du pont des Arts. Les cadenas avaient été enlevés depuis des années, remplacés par des gravures discrètes sur les parapets, un geste romantique, éphémère. « Cœur brisé », murmura Julien, citant le panneau imaginaire de leur mémoire. Benjamin sourit, serrant sa main, « Plus maintenant. Cœur entier. » Derrière eux, Paris scintillait, ville des amours impossibles devenus possibles. Et quelque part, dans l'ombre des boulevards, les triplés Duval marchaient, non plus en masque, mais en vérité aux frères, amants de la vie, unis dans leur diversité fragile et belle. La nuit tomba, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Benjamin pensa à leur mère, à ses naissances prématurées, à ses mains enlacées en verre. La vie, songea-t-il, n'était pas un rejet, mais une danse cas d'amour brisé et recomposé, sous le ciel indifférent de France. Et pour la première fois, il se sentit chez lui, non dans un pays ou une famille, mais dans le battement serein de son propre cœur.